Saint-Julien-du-Verdon, une triple inauguration pour préserver l'âme du village. 25 octobre 2025, Saint-Julien-du-Verdon, Alpes de Haute-Provence. Sous un ciel automnal, la commune de Saint-Julien-du-Verdon a célébré ce samedi 25 octobre 2025 l'aboutissement de 3 chantiers patrimoniaux majeurs, symbole de son attachement à l'histoire et à l'authenticité de son territoire, en présence du sénateur Jean-Yves Roux, du conseiller régional Jean-Charles Borghini, du député Christian Girard, du sous-préfet de Castellane, Dominique Sau, du conseiller départemental Alain Delceau, du président de la CCAPV Maurice Logier, du maire Thierry Collomb ainsi que de nombreux habitants. La municipalité a inauguré la restauration de la calade de la montée Abbé Isnard, la réhabilitation du vieux cimetière et la rénovation du clocher de l'église Saint-Roch. Sur l'esplanade de la chapelle Notre-Dame, connue par beaucoup de monde. D'ici, nous sommes au cœur du sujet qui nous réunit ce matin. Depuis plusieurs années, le conseil municipal mène une politique d'aménagement et de développement de la commune. D'importants investissements ont déjà été réalisés dans l'objectif de répondre aux besoins de la population tout en préservant son authenticité. Ce mois d'octobre marque la fin d'une série de travaux patrimoniaux. Ma question s'est posée, pourquoi les faire? Pourquoi cette dépense? Effectivement, ce n'était pas une dépense prévue dans son intégralité sur le mandat, mais nécessité fait loi. Je vais donc vous présenter l'ensemble de ces travaux réalisés, en commençant par la restitution de la calade montée à Béisna. Le point de départ est celui où M. le sous-préfet a coupé le ruban inaugural il y a quelques instants. Ce lieu, que beaucoup connaissent, permet l'accès au vieux cimetière, au séchoir à prunes et à la chapelle Notre-Dame de l'Assomption, au lieu de la mémoire communale, puisque dans cet édifice, c'est dans cet édifice qu'ont été cachés et soignés les 2 résistants blessés lors du massacre du 11 juin 1944. Il est également un chemin de passage et de visite pour y accueillir tout au long de l'année des centaines de visiteurs. Dans la continuité de l'existant, nous avons jugé que cette montée, qui porte le nom de l'abbé Isna, depuis le 11 juin 2016, cet ancien curé de la paroisse et cet ancien résistant méritait une attention toute particulière. Au passage, je remercie pour leur présence la famille de l'abbé. Nous avons donc décidé de confier cette réalisation à l'entreprise Eiffage, qui a utilisé comme matériau, vous avez peut-être rendu compte, les codous. Ce sont des galets qu'on récupère dans le Verdon. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Le résultat parle de lui seul et fait l'unanimité. À ma gauche, vous apercevrez le vieux cimetière, qui était quasiment abandonné, parsemé de stèles brisées du 19e et début du 20e siècle. Fort de constater une dégradation générale de cet endroit, où nos ancêtres reposent, il fallait intervenir pour préserver ce petit cimetière proche de la chapelle, afin qu'il ne tombe pas dans l'abandon. C'est l'entreprise Lyoto qui a été sollicitée et a réalisé la partie maçonnerie, et Elisa Steele, Babette et Rémi, qui ont réalisé et posé le garde-corps. Et nos anciens employés, Hervé Michel, merci pour ta présence, et Lucas François, qui ont restauré les tombes. Le tout a été fait de façon à respecter au mieux son intégration avec le plus proche environnement. Je souligne l'aide de Monique Barton et Geneviève Piantoni pour leur aide au travail de mémoire et les en remercie. Voilà pour ce qui est de la calade et du vieux cimetière. Je vais vous parler maintenant des travaux réalisés au clocher de l'église paroissiale qui domine le village et constitue un élément marquant du patrimoine bâti de notre commune. À Marseille, la Bonne Mère a retrouvé sa couronne dorée au sommet de Notre-Dame de la Garde. Et bien à Saint-Julien, l'église de Saint-Roch a retrouvé sa couverture. Nous l'apercevons sur le côté, elle est la 3e réalisation et pas la plus simple. En premier lieu, nous nous sommes intéressés aux façades, fortement dégradées, où pratiquement toutes les pierres se déchaussaient. Puis, nous sommes allés de surprise en surprise et avons découvert une charpente pourrie et une toiture franchement perméable et tout un système d'alimentation électrique et mécanique des cloches vétustes. Face à l'ampleur de sa dégradation, une intervention d'urgence devenait nécessaire. Ces travaux ont donc commencé en 2024 avec notamment la réfection de la maçonnerie des 4 murs du clocher. Ce travail consistait en un rejouettement de chaque pierre des 4 façades qui avaient subi les aléas du temps. Je pense qu'aucun travail de cette ampleur n'avait été fait sur la structure de cet édifice depuis sa construction qui date de 1860. Comme en témoigne un chronogramme gravé sur une pierre visible sur la façade de l'église. Nous y passerons tout à l'heure en redescendant.
si ce n'est la toiture dans les années 70. Le clocher, quant à lui, a été reconstruit en 1874, surmonté d'une campanile. Dans la foulée, la réfection de la charpente a été réalisée en bois de mélèze des Alpes et la couverture en tuiles vernissées fabriquée à Salers, en terre cuite émaillée, dont les couleurs rappellent celles utilisées pour la chapelle Notre-Dame, qui est juste derrière nous. Il était temps de s'y intéresser. Merci à l'entreprise Liotto pour sa patience et son travail de qualité. Merci à l'entreprise Pierre Boutin, située à Salerne, qui, malgré quelques problèmes rencontrés dans la confection des tuiles vernissées, a finalement pu les fournir à l'entreprise. La société Baudet, qui est intervenue pour remplacer le câble de la frappe lâchée, ainsi que les câbles électriques d'alimentation du moteur des cadrans planétaires, profitant de l'échafaudage pour accéder au mécanisme, et à Enedis, à qui nous avons demandé de refaire l'étanchéité du plancher supportant le relais de téléphonie. Et surtout, merci à la fondation d'entreprise du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, qui, sans hésitation, avec une attention particulière et des exigences respectables, a répondu à notre demande d'aide pour cette réalisation. Je salue ici votre réactivité et votre générosité, ainsi que celle des membres du conseil d'administration et sa présidente, bien sûr, Madame Catherine Barnet. Philippe Chélan, qui est à mes côtés, président de la caisse locale et administrateur Provence-Côte d'Azur, va nous dire quelques mots sur les objectifs de cette fondation. Peut-être, je lui laisse la parole. Philippe. Applaudissez-le parce que moi ce sera plus court. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, les élus, les représentants de l'État et tout le monde, bonjour à tous. Alors, c'est avec, moi, je te parlais sans micro. Non, ça va mieux. Bon, ça va mieux, on va dire. Alors c'est avec grand plaisir que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Je tiens à excuser Catherine Barnet, présidente de notre caisse régionale et de la fondation d'entreprise du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, qui n'a pu se joindre à nous, mais elle m'a confié la mission de la représenter, ce que je fais bien volontiers. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve à Saint-Julien-du-Verdon, une commune qui fait partie du territoire de la caisse locale Haute-Vallée de l'AC du Verdon que je préside. Oui, ça fait vraiment plaisir de te retrouver, mon ami. Comme vous le savez, le Crédit Agricole, en tant que banque coopérative et mutualiste, est profondément ancré dans son territoire. C'est un peu comme une grande famille qui aime prendre soin de sa maison. Et notre maison, c'est toute notre belle région, les Alpes-de-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes. Nous travaillons main dans la main avec tous les acteurs locaux, agriculteurs, mairies, entreprises, associations, pour faire vivre nos territoires, les développer, améliorer le cadre de vie et répondre aux enjeux environnementaux tout en préservant notre patrimoine. Et notre fondation d'entreprise amplifie encore cet engagement citoyen. Elle a un beau bilan. Depuis plus de 17 ans, elle a déjà soutenu plus de 230 projets, en lien avec les associations et les collectivités publiques. Le projet présenté par M. le maire a naturellement retenu notre attention et emporté l'adhésion des administrateurs de la fondation dont je fais partie. Il s'inscrit parfaitement dans notre mission de promotion et de préservation du patrimoine local. Parmi les travaux inaugurés aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers d'avoir contribué à la restauration de l'église Saint-Roch. Son clocher est fortement dégradé par le temps, qui passe, hélas, nécessitait une intervention urgente. Grâce à l'effort de tous, on lui a offert une nouvelle jeunesse, du beau bois local, des tuiles toutes neuves, et le voilà reparti pour un tour et plus, j'espère. C'est notre façon à nous de faire un clin d'œil à nos racines et de les transmettre à nos enfants. Cette inauguration symbolise l'attachement du Crédit Agricole aux traditions et au patrimoine local. Elle incarne notre raison d'être, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons répondu présent à votre invitation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous voyez, c'est pas très bon. Merci Philippe pour ton intervention. La municipalité de Saint-Julien-du-Verdon a ainsi marqué son attachement à notre patrimoine commun, celui du village que nous aimons tant. Je voudrais remercier à nouveau pour ces 3 réalisations nos partenaires qui ont participé financièrement à la dépense globale de ces travaux dont le coût s'élève à 105 514 €. L'État, tout d'abord, dans le cadre de la DETR, la dotation d'État des territoires ruraux. Merci, monsieur le sous-préfet. La région Sud-Provence, Alpes-Côte d'Azur, dans le cadre du programme Nos communes d'abord. Merci à toi Jean-Charles, mais aussi à David Géant pour le soutien de ce dossier. Le conseil départemental, dans le cadre du Fonds départemental des aides aux communes, le FODAC. Merci Alain, merci Magali sur le GIRIE, les 2 conseillers départementaux de notre canton pour votre aide.
La fondation d'entreprise Crédit Agricole PCA qui a retenu notre demande à hauteur de 6 600 € pour la partie couverture et charpente du clocher. Vous pouvez observer sur le présentoir derrière moi les différentes phases des travaux, l'état avant et après l'intervention de l'artisan. Le clocher étant inaccessible pour une visite, ces clichés vous permettent de vous rendre compte du travail réalisé. Un grand merci à toi Philippe, mais également aux membres de la commission en charge de l'étude de ce dossier, notamment Madame Frédéric Pétry, responsable territoire mutualiste. Et enfin, la communauté de communale pour Provence-Verdon, source de lumière, dans le cadre d'un fonds de concours pour 10 000 €. Merci Maurice et merci aux 61 délégués qui ont unanimement validé notre demande. Ce fonds de concours est une aubaine pour nos collectivités. Espérons que cette idée soit reconduite lors du prochain mandat. Je remercie à nouveau les entreprises pour la qualité du travail réalisé et rappelle qu'en ce qui concerne le clocher, les honneurs reviennent à l'entreprise Lyoto qui a respectueusement suivi les recommandations de l'architecte des bâtiments de France, M. Laurent Chaigne, qui, par sa connaissance technique, a éclairé l'histoire de ce clocher, mais aussi prodigué de bons conseils pour une restauration de qualité. L'entreprise Eiffage pour la calade réalisée dans les règles de l'art. Merci à Honoré Arnaud, le chef de chantier. Et l'entreprise Elisa Steel pour le vieux cimetière. Pour cette dernière, je profite de l'occasion qui m'est donnée, car je n'ai pu le faire avant, pour les remercier pour l'ensemble des réalisations sur notre commune durant l'existence de leur activité professionnelle, mettant en valeur rue et quartier. Merci Bavette et merci Rémi. En conclusion, je dirais, le charme du village de Saint-Julien-du-Verdon tient aussi dans son patrimoine architectural, qui notamment caractérise notre sympathique communauté. Il n'y a pas que le lac et sa vue, qui pour certains de nos anciens représentent plutôt un désagrément. C'est aujourd'hui un combat pour maintenir ce caractère original et traditionnel de nos villages basalpins. Parfois envahis par le goudron et le béton moderne, vous me direz, bien que tous les goûts soient dans la nature, il reste beaucoup à faire ici. Il faudra du temps, mais la commune et le conseil municipal sont déjà bien fiers de ces travaux. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes remerciements et vous donne rendez-vous au prochain temps fort qui sera la livraison du chantier de la création d'un parking éco-végétal dans la continuité du parking de ville. Une nécessité qui devrait modifier le comportement des riverains du centre ancien, du moins nous le souhaitons fortement. Ainsi, il mettra un terme à l'ensemble du programme et promesses électorales et nos engagements en matière d'investissement et entretien du patrimoine communal. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Merci, je donne la parole maintenant à Alain Delso, conseiller départemental de notre canton et délégué au patrimoine culturel et logement et à la culture. Et ça, et au village esthétique caractère. Et village. Et voilà. Bon, je vais être très bref, je vais m'abstenir du protocole, monsieur le sous-préfet, vu le nombre d'interventions. À 12h30, on sera encore là, mon Charles. Alors, dans cette commune, c'est vrai que tu as noté le patrimoine. Le patrimoine, c'est quelque chose auquel tu tiens. Et depuis 2021, tous les projets que tu as sollicités auprès du département ont été acceptés. Cette année, on peut parler de sommes, par exemple, sur la calade. Effectivement, le département a mis une somme un peu plus supérieure à 3 000 et des poussières dans le cadre des amendes de police, qui t'a permis d'avoir un soutien quand même qui avoisine les 77,5% de subventions sur ce projet. Sur le clocher, c'est le FODAC qui est intervenu, le Fonds d'aide aux communes, à raison de 7 975 €, si je ne m'abuse. Et cette année encore, dans le cadre des amendes de police, puisqu'on revient là-dessus, c'est 245 000 € qui ont été attribués à 17 communes du canton. Je ne parle pas de la communauté de communes, mais du canton. Sur 32 communes, 17 communes ont obtenu un montant comme ça. Ce qui fait qu'au bout du bout, les subventions que tu as obtenues pour la calade datées de 2023, si je ne m'abuse, 2023, nous sommes en 2025, la difficulté s'est agrandie depuis 2 ans. Mais le département est toujours resté stable et fier de proposer les mêmes subventions à toutes les communes. La présidente, on avait insisté sur le soutien aux associations également. Cette année encore, depuis l'année dernière, cette année encore, le montant des subventions aux associations resteront stables. Il n'y aura pas d'augmentation, mais reste stable. Par rapport à d'autres départements, je vous le signale quand même, où des opérations blanches sont créées. Par exemple, dans l'Hérault, c'est 0 pour les associations. Tuer les associations, c'est tuer notre département, surtout dans ce petit département qui est certes irrésistible, mais qui demeure le plus petit des grands départements.
Dans ce cadre-là, c'est 1 500 000 de FODAC qui ont été attribués cette année à 150 communes du département, qui est quand même pas minable sur le nombre. C'est 245 000 € en amende de police, mais c'est également le concours, le schéma départemental, enfin disons, comment on appelle ça, le contrat départemental, pardon. Je suis dans tous les schémas, là. Donc, le contrat départemental, le département a mis 10 millions d'euros sur l'ensemble du département, dont à peu près 1 500 000 sur la CCAPV, ce qui représente quand même des sommes assez considérables. Et donc dans ce cadre-là, c'est vrai que le département se pose en support d'investissement dans toutes les petites communes, ce qui risque de ne pas être aussi facile pour d'autres éléments payants, on va dire, notamment au niveau des subventions, au niveau de 2026. Mais nous avons maintenu un tel preuve qu'on a décidé lors du 17 octobre de voter notre budget le 7 décembre. Le budget du département sera voté le 7 décembre. Si on doit y revenir l'année prochaine sur des ajustements, on le fera. Mais au moins, à la fin de l'année, le conseil départemental aura son budget. J'en ai terminé. Hein, j'ai pas été trop long. Je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui veulent aller plus tard cet après-midi. Il y a la fête des bergers à Torabehote aussi. Et si vous voulez faire un tour comme hier, j'ai donc inauguré au musée de la préhistoire de Quinçon, si vous avez le temps d'aller visiter ce musée, on a inauguré l'âge de bronze, qui était à 150 ans. On a découvert l'âge de bronze dans notre département, notamment pour des communes du secteur, notamment Moriez et Saint-André de Méhouilles, qui était à cette époque Saint-André de Méhouilles. Donc vous pouvez voir des objets qui ont été découverts sur ces sites au musée de la préhistoire des Gorges du Verdon à Quinçon. Merci pour votre attention. Bon week-end. Merci Alain. Donc maintenant, c'est au président de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, Maurice Logier, de prendre la parole. Merci. Je vais être plus bref qu'Alain, parce qu'il faut penser à l'apéritif, n'est-ce pas? Je suis très heureux d'être ici. Très heureux pour inaugurer ces travaux, effectivement. Et les trois que tu as cités, la restitution de la Calade, le mur de l'ancien cimetière et le clocher, c'est patrimonial. Et donc, tout ce qui est patrimonial, on peut se dire, ah, on attend, on ne fait pas maintenant, mais tu l'as dit, félicitations à l'équipe municipale d'avoir décidé de faire ces travaux maintenant. Je crois qu'on a un devoir, le devoir de rendre à nos anciens ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait dans des conditions en 1863, je crois. Le principal outil, c'était les mains. Et donc, ils ont fait ces choses-là, les moyens financiers étaient quasi inexistants, et pourtant, ils l'ont fait. Et la pire des choses serait de laisser se dégrader, d'abandonner tout ce qui est patrimonial. Donc on a ce devoir-là pour les anciens, et on a un deuxième devoir, le devoir de transmission. Je crois que pour les générations futures, on a ce devoir, effectivement, de transmettre du patrimoine pour les enfants, les petits-enfants, tous ceux qui vont nous succéder. Je crois que c'est ces deux éléments qui me paraissent le plus importants. Et vous avez fait ce choix, chapeau. C'est bien d'avoir fait ce choix-là. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout ce qui est fait dans le patrimoine, et chacune des 41 communes a beaucoup de patrimoine. Et donc, on est un territoire qui a été labellisé Pays d'Art et d'Histoire, et c'est pas neutre, je dirais. C'est le seul territoire du département qui est labellisé Pays d'Art et d'Histoire. Et ce que vous faites, ça correspond effectivement aux objectifs de ce label Pays d'Art et d'Histoire, qui est de restaurer, de valoriser tout le patrimoine de nos communes. Et donc, vous êtes dans le bon chemin, vous avez fait ces choses-là, encore mes félicitations. Et c'est pour ça que c'est avec plaisir que la communauté de communes a accompagné financièrement, tu l'as souligné dans ton discours, a accompagné financièrement aux côtés de l'État, aux côtés de la région, et bien évidemment avec un autofinancement de la commune, a accompagné ce projet parce qu'il correspond tout à fait à ce que nous souhaitons au niveau de la communauté de communes. Donc, félicitations et dernière félicitation aux entreprises. Je crois que le rendu, alors de ce qu'on a pu en voir déjà, le rendu me paraît de grande qualité, donc je crois qu'il faut les saluer, les féliciter et vous remercier toutes et tous et vous souhaiter une belle journée.
Merci Maurice. Donc, je vais donner la parole donc, au conseiller régional maintenant, Jean-Charles Borghini, qui était conseiller régional, mais également maire d'une petite commune. J'aurais dû commencer peut-être par maire d'une commune. La Brie. Grande commune. Grande commune, pardon. C'est sûr que si on la compare par rapport à Saint-Julien et nos petites communes de la communauté de communes, c'est une grande commune, une petite ville. Merci Thierry. Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, si vous le permettez, je ferai fi du protocole, ça a déjà été très bien fait tout à l'heure. Alors, on m'a dit de faire recours, parce qu'il y a encore des discours, donc je vais faire recours. Je suis très heureux de représenter ce matin ici le président Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour ces 3 réalisations. Plusieurs éléments. Félicitations à toi Thierry et à ton équipe. Parce qu'effectivement, si je prends ma casquette de maire, mener des dossiers comme ça, ce n'est pas facile. Il y a toujours des imprévus, il faut trouver les financements. Donc félicitations à toi, à ton équipe. Félicitations aux entreprises, effectivement, pour le travail réalisé. Je m'associe à ce qui a été dit précédemment par monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental et monsieur le président, par rapport à ce devoir de mémoire, par rapport à l'histoire et par rapport à ce qu'on doit faire pour préparer le futur et transmettre ceci à nos enfants. Ça a été souligné tout à l'heure dans le discours de monsieur le maire et par les autres orateurs. La région a financé de manière substantielle ces réalisations et en fait, sous l'impulsion du président Renaud Muselier, la région accompagne toutes les collectivités, c'est-à-dire petites ou grandes mairies, en termes de population, ensuite accompagne les départements et accompagne les EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes ou les agglos. C'est une des seules régions à le faire en France. Donc c'est pour d'où ma présence ce matin et comme tu l'as dit, je transmettrai. C'est facile avec maintenant les portables SMS, les remerciements au président et à David Géant qui s'occupe de l'aménagement du territoire en région Sud-Provence-Côte d'Azur. Je le souligne souvent lors de mes interventions, mais ce matin, il en est encore la preuve, que quand on travaille tous ensemble, si vous m'excusez l'expression, quand on chasse tous en meute, on arrive à de belles réalisations. La commune, le département, la communauté, la région, l'État, parce que des fois, les gens disent, en gros, qu'est-ce que vous faites? Alors des fois, c'est un peu long parce qu'il y a des dossiers, il y a les architectes, il faut trouver les financements, comme je l'ai dit. Mais ensuite, il faut du temps, il faut de la persévérance. Et quand on est tous ensemble, avec le Crédit Agricole, ça a été dit, la fondation, avec, on va dire, sur l'aspect privé, eh ben on arrive à ces belles réalisations. Et ça, je voulais le souligner parce que tous les gens qui sont ici, on est des élus du territoire, on a les pieds ancrés dans la terre. Et c'est vrai que quand on travaille, c'est au service des populations. Et par rapport à ce qu'a dit monsieur le maire, et je l'ai dit tout à l'heure, j'y souscris totalement, ce travail, il est de fond, on ne le voit pas souvent, et après, quand il y a réalisation, on se dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, etc., etc. Mais en tout cas, ça y est, c'est fait. Je suis venu quelques fois ici, dans ce beau village, et c'est vrai que par rapport à cette tragédie qu'il y a eu lors de la Deuxième Guerre mondiale, on se doit de s'en souvenir, j'allais dire, de façon perpétuelle. Et c'est vrai que c'est vraiment un lieu chargé d'histoire, c'est un lieu dont on doit se souvenir, et c'est vrai que cette plaque qui est là-bas, là, je l'ai sur mon portable, et c'est vrai que tout le travail qui est réalisé continue le travail effectué. Ça a été dit tout à l'heure par Maurice Aulogier. Au jour d'aujourd'hui, de temps en temps, on se plaint. Alors des fois à juste titre. Mais je crois qu'il faut aussi relativiser. Et nos anciens, donc en 1800 et quelques, effectivement, ils n'avaient pas de bétonnière, ils avaient que leurs bras, ils avaient un peu des charrettes, des chevaux. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler cette époque, même si on ne l'a pas vécu, on le voit à travers les livres, les reportages, mais des fois, voilà, on se plaint, mais on se dit, eux, à leur époque, ils devaient encore plus se plaindre que nous. Mais ils l'ont fait, et c'est pour ça que s'inscrire dans cette continuité, c'est notre devoir. Il a été réalisé ici, et quand il y a des enfants aussi dans l'auditoire, ça permet aussi de transmettre ce témoin. Voilà. Donc promis, je fais bref, je m'arrête parce que vous l'avez compris, je pourrais être un peu disert sur ces questions. Mais en tout cas, encore félicitations pour ces belles réalisations. Longue vie à ce beau village, longue vie au département. Et
le président Renaud Muselier se plaît à dire, et je le pense sincèrement, et j'allais dire de plus en plus, que nous habitons dans la plus belle région du monde. De façon objective, quand vous partez de Briançon, vous passez ici dans le 04 par Saint-Julien, vous allez ensuite sur le plateau de Sceaux, vous allez à Nice, vous allez sur le port militaire de Toulon, vous allez à Marseille avec la Bonne Mère et le stade de Vélodrome. Objectivement, il y a beaucoup de gens qui nous envient et souvent, alors là on est un peu la reprise de l'école, mais l'été quand on fait les représentations comme on dit, eh ben, moi je me dis je suis toujours en vacances parce que les gens d'ailleurs ils viennent en vacances chez nous. Donc on a quand même une très belle région qu'on se doit de préserver. À toutes et à tous, une excellente journée, un excellent week-end. Merci pour votre écoute. Merci Jean-Charles. Dans ce propos aussi, on retrouve aussi le parcours dévoilé il y a quelques jours du Tour de France féminin. Il faut lire entre les lignes. J'arrive. Voilà, notre sénateur, donc, fier défenseur du monde rural, prend la parole. Merci Thierry, monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs. Écoutez, moi je suis très heureux d'être à vos côtés et d'être à côté de la municipalité et de toi Thierry par rapport à cette inauguration. Et pour ne pas reprendre, c'est vrai que quand on parle avant-dernier, tout a été dit. Donc moi je voudrais féliciter les entreprises qui ont réalisé ce beau travail, mais féliciter aussi la municipalité parce que vous savez aujourd'hui les élus sont assez décriés et vous voyez un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale où nous avons des combats politiques. Ici, nous sommes tous rassemblés pour faire quelque chose qui est vraiment remarquable, c'est-à-dire sauver notre patrimoine. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est exemplaire. Et moi, je voudrais remercier d'abord monsieur le sous-préfet par rapport à cette aide que vous avez apportée. Et je sais que vous êtes un défenseur de la ruralité, parce que vous venez de la ruralité. Et moi, je voudrais vous remercier, parce que je pense que tous les élus qui sont ici présents sont très contents de vous avoir comme sous-préfet, parce que vous faites un travail remarquable et je tenais à le dire devant vous, parce que nous avons la chance d'avoir un sous-préfet qui est vraiment à l'attention des élus, mais aussi des habitants de ce territoire. Je voudrais aussi remercier Maurice, Maurice est vraiment quelqu'un que vous connaissez tous maintenant, le président de l'intercommunalité, et qui, avec cette dotation de 10 000 euros, a pu accompagner, je veux dire, pour réaliser et pour sauver ce patrimoine. Sans oublier la région, et Jean-Charles, avec David Géant, sont nos défenseurs auprès de la région, et je voudrais les remercier aussi. Et puis le conseil départemental, ça me fait plaisir, mon cher Alain, quand tu parles du FODAC, parce que comme je suis conseiller départemental, à une époque où on était tous les deux au conseil départemental, j'ai créé le FODAC. Et ça me fait plaisir que vous ayez poursuivi ce fonds qui permet d'accompagner les communes et ne pas regarder les critères, et ce qui permet d'avoir une aide assez importante pour les communes, parce que tu disais à peu près 7 000 euros, mais cela... 1,5 million pour le département. 1,5 million pour le département, mais pas pour la commune. 7 000 euros, j'ai bien entendu. Et puis je voudrais aussi remercier le Crédit Agricole. Vous remercier par rapport au mécénat que vous avez donné à travers, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Les banques investissent dans ce patrimoine, mais je crois que vous avez un bon défenseur aussi au niveau de la collectivité pour essayer d'avoir ces subventions. En tout cas, moi je suis très heureux d'être parmi vous et c'est toujours un plaisir de retrouver Thierry, mon collègue Thierry, où on se connaît depuis X temps et où je m'en rappellerai toujours en étant remplaçant de Gilbert Sauvin à une époque, tu as toujours été là et présent à nos côtés. Voilà, donc moi je voudrais terminer, vous remercier tous, et je crois qu'on peut applaudir la municipalité, on peut applaudir le maire et leur dire félicitations pour le patrimoine de Saint-Julien. Merci. Monsieur le député, si vous voulez prendre la parole. Mesdames et messieurs, il est vrai que c'est bien difficile avec tout ce qui a été dit de prendre la parole, comme c'est compliqué. Mais bon, on va trouver quand même de quoi dire. C'est vrai que je suis un amoureux fou de mon département et de ma ruralité, tout le monde le sait. Mais en plus de ça, aujourd'hui, devant vous, je me dois aussi, car on parle des financeurs, et Dieu sait qu'ils sont là, et heureusement qu'ils sont là, mais tout un chacun qui aimait votre patrimoine, puisque vous êtes là aujourd'hui, et c'est important que vous soyez là, autour de monsieur le maire, autour de cette commune qui a investi fortement grâce un peu aussi à vous, parce que vous payez des impôts. Oui, donc vous participez à ce patrimoine. Et aujourd'hui encore plus, quand je vois qu'il y a cette jeunesse,
ils se rappelleront encore dans 30 ans, 40 ans, qu'ils sont venus voir où on avait entretenu le patrimoine. Et monsieur le maire, là aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir des jeunes, des un peu plus âgés, des moins jeunes et des anciens. Tout est relié, et c'est aujourd'hui que cette jeunesse prend encore plus le besoin de s'imprégner de cette ruralité, de s'imprégner de l'entretien qu'il faut absolument faire pour notre patrimoine, parce que notre patrimoine, c'est ces anciens qui, comme vous disiez, mes collègues, n'avaient pas la bétonnière, n'avaient pas les tractopelles, c'était tout à la main ou au charreton. Hein. Et donc, imprégner cette chose-là à cette jeunesse qui est là présente me fait énormément plaisir. Et franchement, je vous remercie, parce que moi, lorsque je suis ici, c'est que du plaisir, que du bonheur. Merci. Voilà, la parole de conclusion appartient à monsieur le sous-préfet, qui représente les services de l'État. Je vous cède la parole, monsieur Esso. Bien, mesdames et messieurs, je pense que je suis le 7e à parler. Donc, je vais faire d'abord abstraction du protocole. Je saluerai simplement le maire, les élus de Saint-Julien-du-Verdon, et puis surtout les habitantes et les habitants qui sont venus nombreux ce matin. Je note en fait qu'à Saint-Julien ce matin, vous avez fait 3 inaugurations en une. À Saint-Julien, en fait, on fait d'une pierre 3 coups. Il y a eu une pierre pour la canal qui a été restituée. J'ai bien noté qu'il s'agissait de galets du Verdon. Il y a eu une pierre pour restaurer le mur du vieux cimetière. Et puis, il y a eu une pierre aussi pour rejointoyer les cloches, le clocher de l'église. D'ailleurs, un peu plus qu'une pierre, pour le coup. Il a fallu un certain nombre. Saint-Julien-du-Verdon, en fait, on le regarder pendant un certain temps avec un œil extérieur, c'est à la fois une sentinelle et un carrefour. C'est la sentinelle du Verdon, une des sentinelles du Verdon, de par sa position privilégiée, perché qu'il est au-dessus de ce lac de Castillon. Il était encore plus perché avant que le lac ne soit mis à l'eau. C'est une sentinelle et c'est un carrefour. C'est un carrefour sur la route Nice-Digne. D'un côté, Saint-André, le bassin dignois, de l'autre, la proximité des Alpes-Maritimes et le bassin versant qui conduit sur la Côte d'Azur, sans oublier le carrefour avec Castellane, en tant que porte d'entrée des gorges du Verdon. C'est une sentinelle, c'est un carrefour, et il y a les heures et malheurs d'un carrefour. Le malheur, d'abord, c'est ce qu'a vécu Saint-Julien-du-Verdon le 11 juin 1944. C'est bien parce qu'il était sur ce carrefour, sur cette route entre Nice et Digne, depuis Nice, qu'a eu lieu le massacre que nous commémorons chaque année le 11 juin. Chaque 11 juin, Saint-Julien se souvient avec ferveur et avec solennité, et l'État est toujours à vos côtés, monsieur le maire, pour se souvenir. Carrefour aussi avec ses vicissitudes. Comment ne pas dire un mot du chantier de la route nationale 202. Je parlais des travaux, puisque Saint-Julien est traversé par cette route nationale 202. Ces travaux qui ont lieu depuis 4 semaines et qui vont bien prendre fin aujourd'hui. C'est le dernier jour de la purge de la falaise qui a pu se dérouler dans de bonnes conditions météorologiques, à l'exception un petit peu de cette semaine. Mais les travaux, en fait, se sont révélés plus importants que prévu et plus complexes. Ils ne sont donc pas totalement terminés par rapport à ce qui avait été imaginé, mais la circulation reprendra bien comme prévu à partir de demain, même s'il y aura encore pendant quelques jours, pendant 2 ou 3 semaines, mise en place d'alternats. Mais on ne fera pas l'économie d'une nouvelle tranche de travaux, vraisemblablement l'année prochaine, mais on aura tout le temps d'en reparler. Saint-Julien-du-Verdon, c'est une histoire donc, avec sa tragédie, mais aussi des jours heureux, car il fait bon vivre à Saint-Julien-du-Verdon. La preuve, monsieur le maire, vous le disiez dans votre présentation du projet, c'est que la population augmente à Saint-Julien. Saint-Julien-du-Verdon, c'est une histoire et c'est un patrimoine dont l'Église
dans le vieux cimetière, dont les calades font partie. Voilà pourquoi il était important, cela a été dit, de restaurer ce patrimoine, de le sauvegarder d'abord, de le mettre en valeur ensuite. Voilà pourquoi l'État a répondu présent, à travers une dotation qui s'appelle la dotation d'équipement des territoires ruraux, l'a bien nommée. Il serait bien d'ailleurs qu'elle conserve cette dénomination pour l'avenir, puisque sur un chantier qui a représenté à peu près 100 000 € hors taxes, je crois, l'ensemble des 3 chantiers, l'État est intervenu à hauteur de 33 000 €, c'est-à-dire un peu moins environ le tiers. Il est intervenu aux côtés de la région, aux côtés du département. Et quand on fait le total d'ailleurs des aides de la région, des aides du département, des aides de l'État, et puis également de la fondation du Crédit Agricole, je me demande si on n'est pas au-delà des 80%. En fait, je le dis notamment pour les habitants qui ne sont pas au courant de tous ces arcanes de la gestion publique. Normalement, quand un projet est mené à bien, la commune, le taux de subvention ne doit pas dépasser 80%. Ce qui veut dire que la commune elle-même doit avoir ce qu'on appelle un autofinancement minimum de 20%. Et là, on est au 80%, où on les tangente, ce qui veut dire autant de moins à payer pour les contribuables que vous êtes tous les habitants de Saint-Julien-du-Verdon. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la poche dont cela sort, c'est de l'argent public, que ce soit l'État, le département, la communauté de communes. Mais donc, sachez simplement que l'État, à travers cette dotation d'équipement des territoires ruraux, continuera d'être présent aux côtés de la commune de Saint-Julien-du-Verdon. Alors il se trouve que j'ai été remercié. Très bien, je prends les remerciements. Mais c'est une DETR qui a été accordée en 2023. En 2023, je n'étais pas là. Donc en fait, je n'y suis pour rien. Mais dans ces temps, comment dire, d'instabilité, de discontinuité parfois de l'action gouvernementale, le corps préfectoral dans les départements représente la continuité de l'État. Et il y aura donc une continuité de l'État, quoi qu'il en soit pour Saint-Julien-du-Verdon. Je m'en porte ici garant devant vous. La preuve d'ailleurs, c'est qu'en 2024, et là j'y suis pour quelque chose, l'État a accordé une dotation d'équipement du territoire rural pour le projet que vous avez évoqué, monsieur le maire, donc de ce parking végétalisé de l'autre côté du bourg. Je vais conclure en disant que finalement, et à l'exemple de Saint-Julien-du-Verdon, un village qui ne préserve pas son patrimoine, c'est un village qui ne respecte pas son histoire, qui ne respecte pas sa mémoire. C'est quelque part un village qui se meurt. Or, Saint-Julien-du-Verdon, surtout après la tragédie du 11 juin 1944, est un village qui a toujours voulu vivre. Saint-Julien-du-Verdon est un village bien vivant. Merci à vous. Vous avez bien rebondi, monsieur le sous-préfet, mes remerciements, bien sûr. Vous n'êtes pas adressé intégralement, mais c'était par anticipation au projet à venir et aux futures demandes qui arriveront au fil des ans, en espérant qu'on vous conserve bien longtemps sur notre arrondissement de Castellane. Merci. Maintenant, merci à toutes et à tous. On va se diriger à la salle polyvalente où un apéritif dînatoire vous attend et on aura le temps de continuer les discussions. Avant de partir, jetez un petit coup d'œil à la toiture qu'on aperçoit bien d'ici, la toiture du clocher qui a été restaurée. C'est un des seuls endroits à peu près où on la voit de façon entière. Merci et à tout de suite à la salle polyvalente.